Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Mon invité du jour n'a pas la langue dans sa poche et du talent à revendre. Derrière son côté grande gueule, un timide qui se transforme sur scène pour incarner Cyrano, Hamlet ou Don Juan. Au cinéma, il devient l'un des comédiens fétiches de Bertrand Tavernier, ce qui lui vaudra un César du meilleur acteur pour Capitaine Conan. Passionné par son métier, il l'est aussi par la vie publique et s'affiche en citoyen engagé. Cet invité, c'est Philippe Torreton, que je vais tout de suite retrouver. Philippe Torreton, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, au cinéma, sur les planches, dans les librairies, vous êtes un peu partout en ce moment. Oui. Avec donc La pièce manquante, bientôt au cinéma, premier film de Nicolas Birkenstock, Cyrano de Bergerac, qui est en tournée, qui va arriver à Paris à l'Odéon, et puis Mémé aux éditions L'Iconoclaste. On va parler de tout ça. Je disais dans ma présentation, grande gueule et timide, ça peut paraître un peu antinomique. Dans lequel est-ce que vous vous retrouvez le mieux ? En tout cas, pas dans l'appellation grande gueule, mais ce contraste, enfin, comment dire, Jacques Brel l'a écrit dans sa chanson Les Timides. C'est vrai que la timidité c'est de l'accumulation d'énergie potentielle, et à un moment donné, ça explose. Il faut que ça sorte. Alors en tout cas, si vous êtes timide, vous n'hésitez pas à aller sur le terrain de l'intime dans votre livre Mémé, qui est une déclaration d'amour, je crois qu'on peut le dire comme ça, à votre grand-mère, votre Mémé. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter cette histoire si personnelle ? Pour moi déjà, sûrement peut-être inconsciemment pour mes enfants et tout ça, mais pour moi, je crois que de toute façon on ne fait bien que pour soi, je trouve. C'est vrai, le singulier appelle le pluriel, je trouve. Et mais c'est un livre d'un inconsolable, oui. Elle me manque et j'avais Vous avez attendu plus de 10 ans, je crois, pour écrire ce livre après ça. Ouais, même si j'ai écrit peu de temps après sa mort, mais comme ça, pour moi, et en accumulant parfois des petits textes, et puis, mais c'est vraiment ça, c'est dire merci. Puis c'est aussi, au travers ce portrait de votre grand-mère, c'est toute une époque que vous racontez aussi, un style de vie, un état d'esprit, celui où un sou était un sou, on mangeait les légumes qu'on cuisinait, où tout n'allait peut-être pas aussi vite. Vous êtes un peu nostalgique ? Oui et non. Je trouve notre monde un peu absurde. Voilà. et du coup, bon, il y avait dans les années 60, 70, 80, vivre à la campagne n'était pas forcément si facile que ça, etc. Donc c'est en ce sens que je ne suis pas nostalgique, mais je trouve qu'il y a quand même des leçons à tirer de ces vies-là, sur notre façon de consommer, notre façon de manger, de voir la vie même. Je trouve qu'on est dans un monde un peu inconscient, comme ça, on a le nez comme ça sur la vitrine de nos télés ou des magasins, et c'est tout. Alors, vous racontez de façon très émouvante comment justement votre Mémé est venue vous voir jouer le Barbier de Séville à la Comédie Française. Elle avait d'ailleurs peur que vous ne réussissiez pas, car vous n'aviez pas la distinction d'un gars de la ville, comme elle disait. Depuis, vous avez joué les plus grands rôles jusqu'à aujourd'hui. Cyrano, mise en scène par Dominique Pitoisé, qui est transposé dans l'univers d'un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte ? Dans ce texte, à peu près tout. Tout. Bien sûr, ce que dit Cyrano, mais c'est vrai que cette indépendance d'esprit, cette volonté farouche d'être libre, de ne pas dépendre de quelqu'un, au point d'en mourir d'ailleurs, d'être celui qui écorne un peu tout le monde, d'être le dérangeant, la liberté dérange. On manque un peu de Cyrano à notre époque, on parlait justement de nos modes de vie. Mais grandement. Interrogez tous vos confrères journalistes, ils vous le diront, on manque d'indépendance. L'indépendance de la presse, des médias. Tout le monde est sous influence, tout le monde est financé par quelqu'un qui empêche que des enquêtes aillent au bout. Moi, je suis consterné des interviews des hommes politiques. Il n'y a aucun danger pour un homme politique à être interviewé par la télévision française ou par les médias en général. Aucun danger. Alors qu'on serait dans un pays anglo-saxon, là, je pense que certains de nos hommes politiques seraient un peu plus moites en arrivant sur les plateaux de télé. Alors, on revient justement au théâtre. On va tout de suite écouter un homme qui vous a dirigé plusieurs fois sur les planches, Jean-Louis Benoît.
Moi, quand je l'ai connu, je m'en souviens très très bien. La première fois qu'on s'est vu, on était au théâtre du Vieux Colombier. Et on a parlé de théâtre et d'un projet. Et oui, c'était un garçon sur la réserve, timide, pas très à l'aise. Et quand je l'ai vu jouer quelques temps après, sur le plateau, il explosait. C'était tout sauf un timide. Il faisait des choses que peu d'acteurs qui se disent non timides seraient capables de faire, quoi. C'est là où vous vous sentez le mieux, sur les planches, la scène? Pas forcément le mieux. Ouais. Je suis bien en famille aussi avec mes enfants et mon épouse. Pour moi, dans votre carrière d'acteur, en tout cas. En tout cas, c'est... peut-être, oui. Peut-être que c'est là où je me sens le mieux, mais j'adore le cinéma, j'adore la caméra, j'aime bien ça. Mais bon, je sais pas, il y a peut-être... il y a quelque chose qui se passe au théâtre. Et puis c'est peut-être complémentaire, hein, dans une carrière d'acteur, Ah, évidemment. je conçois que alors c'est tout à fait complémentaire, mais tout est complémentaire avec le métier d'acteur. Écrire, faire du sport, enfin il y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'est très intimement lié, c'est le même métier. Alors vous êtes également, justement, on parle de cinéma, à l'affiche de La pièce manquante de Nicolas Birkenstock. D'abord, bande-annonce. Quand une personne majeure veut disparaître et qu'elle ne court aucun danger, on ne peut rien faire. Oui, mais elle est peut-être en danger. Est-ce qu'elle était dépressive? Non, c'est pas le genre. Est-ce qu'elle vous a paru étrange ces derniers jours? Elle est où, maman? Elle a dû partir aujourd'hui. Pourquoi elle nous a pas prévenus? J'en sais rien. On peut pas l'appeler. Non, elle veut pas être dérangée. Je voulais pas t'inquiéter. Tu t'es foutu de notre gueule! Calme-toi. Elle est où? Elle a disparu. Elle nous a abandonnés. Faut le dire à personne. Pourquoi? Ça sert à rien d'alarmer tout le monde. Maintenant, c'est nous et les autres. Donc vous jouez le rôle de ce père de famille confronté au départ complètement inattendu de sa femme. C'est vraiment un film sur l'absence et le droit à disparaître. Entre autres, ouais. C'est ce qui arrive dès le début du film. Cette femme qui choisit de disparaître. Et mais c'est aussi un film sur comment on se reconstruit, comment tout d'un coup un père un peu dans son monde, un artiste préoccupé par ses motivations artistiques va relever la tête et voir que y a deux enfants qui ont besoin de lui maintenant. Et qu'il va falloir arrêter cette relation distante qu'il avait avec eux, une relation un peu d'égal à égal. On le voit dans son humour, une façon de... Il blague avec ses enfants, au début du film en tout cas, comme il blague avec un adulte. Et c'est un père un peu bizarre comme ça. Et il va devoir maintenant vivre pour eux et non plus pour lui. Mais il y a plein de sujets dans ce film de Nicolas Birkenstock. C'est un film sur l'absence, bien sûr, d'où le titre. Mais sur nous, sur nos comportements, sur comment parler, comment vivre avec ses enfants, leur parler, et les considérer. Il y a plein de sujets comme ça qui sont abordés, mine de rien. Et c'est ça que j'aime dans ce cinéma-là, dans son cinéma. Ça ne dirige pas ni le regard des spectateurs, ni les personnages. Il y a une vie autonome qui est respectée. Il y a beaucoup de délicatesse. Avec les qualités et les défauts de chacun, quoi. Alors, puisqu'on évoque le cinéma, je voudrais qu'on parle d'un film qui a marqué votre carrière. Il vous a d'ailleurs valu le César du meilleur acteur en 1997, Capitaine Conan. Alors, plus qu'un film, c'est un réalisateur, Bertrand Tavernier. Je crois qu'il vous a dirigé à 4 reprises. Sans lui, vous ne seriez peut-être pas là. Qu'est-ce que vous aimez chez ce réalisateur ? Sa curiosité insatiable pour des tas de sujets, y compris les sujets contemporains. On l'a vu là dans son dernier film, Quai d'Orsay, pour tous les genres. Il peut aller la musique peut l'inspirer à un film, une BD peut lui inspirer un film, mais aussi un métier peut lui inspirer un film, comme ça commence aujourd'hui. C'est parti d'un métier qu'il ne connaissait pas, le métier d'instituteur. Ça peut être l'histoire, on l'a vu maintes et maintes fois dans sa filmographie. Donc j'aime cet appétit-là chez lui. Et c'est lui aussi, donc ça commence aujourd'hui évidemment, ce film où vous jouiez un instituteur, vous a donné peut-être envie de vous engager politiquement. Vous exprimez, on l'a entendu encore sur ce plateau, vos opinions. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ? Mais parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas accès aux médias pour parler. Voilà, moi je pense...
quand je m'exprime politiquement, je pense à tous les miens, toute ma famille, à qui on ne tend jamais de micro ni de caméra, à tous ces millions de Français qui ne... Je vois des choses qui se passent dans ce pays et alors moi je jette pas la pierre aux artistes qui n'ont pas envie d'exprimer leur opinion. C'est le droit de chacun de vivre ça intimement ou de l'exposer. Par contre, qu'on ne dise pas aux artistes qui exposent leur opinion, qu'on ne les qualifie pas de donneurs de leçons, parce que sinon c'est la porte ouverte au poujadisme, je trouve. Tout d'un coup, on n'accorde pas le droit à une catégorie socio-professionnelle de s'exprimer ou à un individu. Moi, je me base sur la Constitution, la déclaration plutôt des droits de l'homme et du citoyen. On a le droit de parler, on ne doit pas être inquiété pour ses idées. Merci beaucoup Philippe Torreton d'être venu nous parler de vos idées, de votre actualité de cinéma. Je rappelle que la pièce manquante sera à voir dès le 19 mars sur vos écrans, signée Nicolas Birkenstock. Cyrano de Bergerac est en tournée. Ce sera à l'Odéon à partir du 7 mai. Et puis Mémé aux éditions L'Iconoclaste. J'ai tout dit, je crois. Merci encore. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc justement avec un des films marquants de votre carrière. Ça commence aujourd'hui de Bertrand Tavernier, sorti en 1999. À très vite. Il faut vous forcer à vous lever, c'est important. Il faut le conduire à l'école. C'est pas un passe-temps, la maternelle. Moi, votre Joël, je lui apprends les bases de la lecture et de l'écriture. S'il fait une bonne maternelle, après, il s'en sortira mieux à l'école primaire. Il prendra pas de retard. Ouais, pratiquement tous les gamins que j'ai sont en difficulté. La société, elle implose. Alors, excuse-moi, mais voir une poignée de directeurs qui se réunissent autour du grand chef pour écouter la bonne parole... On récupère des millions sur le dos d'une population hyper défavorisée. On se décharge sur les associations pour s'occuper de toute cette merde. Il y a 2 gamins dans mon école. 2 gamins que vous venez priver de cantine. J'en fais quoi? Calmez-vous, monsieur Lefebvre. Je les emmène au McDo et je demande une fiche. On ne vous demande pas d'être un agitateur, on vous demande d'être un médiateur. C'est quand même pas de notre faute si on n'a pas de travail. Si vous baissez les bras, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Vous n'avez pas le droit de démissionner. Vous n'avez pas le droit.